Merci mon cher ami. C'est toujours un plaisir pour moi d'être parmi vous. Avant de commencer, une petite pensée à mon très cher ami, professeur Mahdi Jaïden, donc en ces temps difficiles. Allah yarhamou papatou, donc mes condoléances encore une fois. Donc, on m'a confié la tâche de parler de la partie clinique et mes résidents ici présents connaissent bien que c'est une partie qui me tient à cœur. Donc, j'accorde beaucoup d'importance à ce chapitre-là parce que on doit maîtriser notre clinique avant de passer aux imageries, bien que l'imagerie a un grand apport, mais il faut bien poser les indications de l'imagerie. Donc, mon ami Basmaïla, il va parler tout à l'heure de l'imagerie, mais il faut commencer toujours par l'analyse des données cliniques qui doivent être vraiment très pertinentes. Il faut savoir également que l'épidémiologie des calculs a été modifiée avec le temps. Et ceci en fonction donc, de l'évolution des sociétés, du développement industriel et du changement des habitudes alimentaires. Donc avant, on voyait beaucoup plus de lithiase d'enfants, des lithiases métaboliques, mais maintenant, au XXe siècle, et surtout dans les pays industrialisés et en voie d'industrialisation, on remarque qu'il y a une augmentation constante de la lithiase oxalocalcique réno-urétérale, avec donc, comme symptôme principal la colique néphritique. Également, c'est une pathologie qui reste très fréquente et en France, par exemple, sur une étude, ils ont vu que la colique néphritique était le motif de consultation dans presque 2% donc aux urgences. J'ai pas vraiment trouvé de plan très exact, mais j'ai trouvé cet article assez ancien donc de l'EMC sur lequel je me suis basé essentiellement. Et dans cet article-là, il a classé les manifestations cliniques de la lithiase urinaire en lithiase urinaire non compliquée et lithiase urinaire compliquée. Donc pour la lithiase urinaire non compliquée, c'est les situations où le calcul est présent dans les cavités rénales, donc pyélocalicielles, mais qui n'est pas engagé dans la voie excrétrice, donc il n'y a pas d'obstruction et il n'y a pas d'infection. Donc dans ce cas de figure, le calcul est généralement asymptomatique. Pour la lithiase urinaire compliquée, c'est généralement la conséquence de la migration du calcul qui va être responsable d'obstruction de la voie excrétrice. Et donc, elle va être responsable de colique néphritique plus ou moins compliquée, parfois donc de manifestations beaucoup plus graves, avec des complications infectieuses en premier lieu. Donc, on va commencer par le premier cas de figure, donc les lithiases non compliquées, si ça veut passer, bien sûr. Donc, différentes situations peuvent se voir. Tout d'abord, la latence clinique, c'est-à-dire les calculs totalement asymptomatiques. Donc, c'est assez fréquent, 7-8%, comparé à la prévalence générale de la lithiase qui est de l'ordre de 10-15%. Le risque d'un calcul asymptomatique de devenir asymptomatique, c'est presque la moitié des cas. Et il faut savoir que l'expulsion spontanée d'un calcul latent asymptomatique, elle est exceptionnelle, comparée à un taux très important pour les calculs symptomatiques de moins de 6 mm. Donc la deuxième manifestation, c'est la douleur. Donc ce n'est pas la vraie colique néphritique, mais c'est une douleur atypique, sourde, peu intense, siégeant au niveau de l'angle costo-lombaire ou au niveau du flanc. Et donc ça témoigne qu'il y a une obstruction à minima ou bien une obstruction intermittente associée à des phénomènes inflammatoires locaux. On peut trouver également des signes d'irritation vésicale. L'hématurie, donc un calcul peut également être associé à une hématurie qui est classiquement microscopique, et ceci par le fait que le calcul peut bouger dans la voie excrétrice et il va entraîner une irritation mécanique. Donc il s'agit d'une hématurie isolée, parfois récidivante, ou associée à des douleurs ou des signes urinaires ou d'infection. Donc classiquement, c'est une hématurie liée à l'effort qui survient en fin de journée et la présence de caillots filiformes peut nous orienter vers l'origine urinaire au niveau du haut appareil urinaire. Plus rarement, il peut s'agir d'hématuries macroscopiques, mais ceci ne nous empêche pas de faire une enquête et un bilan étiologique complet, donc en l'occurrence un neuroscanner, éventuellement une cystoscopie pour voir est-ce qu'il y a une autre étiologie qui va expliquer ça.
Enfin, donc la bactériurie asymptomatique, donc c'est une situation qui peut se voir, donc un calcul, l'association infection et calcul, donc dans les deux sens, c'est une situation qui est très fréquente. On passe maintenant à la lithiase urinaire compliquée. Et donc, le maître symptôme, c'est la colique néphrétique. C'est la manifestation la plus fréquente de la lithiase urinaire. Il s'agit, donc, je ne vais pas vous apporter du nouveau. J'ai parlé de ça l'année dernière. Donc, c'est un syndrome douloureux lombaire abdominal aigu, secondaire à la mise en tension brutale de la voie excrétrice du haut appareil urinaire en amont d'une obstruction représentée par le calcul qui est engagé dans la voie excrétrice et qui a entraîné une obstruction. Donc, le calcul, il est responsable de presque 90% des cas de colique néphrétique. Donc, typiquement, c'est une douleur à début brutal, intense, siégeant dans la fosse lombaire et qui a une irradiation qui suit un petit peu le schéma qui est indiqué ici. Donc, vous voyez, elle va généralement vers les organes génitaux externes et la racine de la cuisse, mais cette douleur peut intéresser tout l'abdomen, elle peut aller à l'ombilic, etc. Donc, c'est une douleur qui est très intense, de type frénétique. Il n'y a pas de position antalgique, ce qui entraîne une agitation. Généralement, elle évolue sous forme de paroxysme sur un fond continu, parfois entrecoupé de périodes d'accalmie. Elle peut céder spontanément, ce qui représente parfois l'évolution naturelle d'une colique néphrétique, ou bien associée à une expulsion spontanée du calcul par les voies urinaires. Et parfois, la sédation brutale de la douleur peut également témoigner qu'il y a une rupture de la voie excrétrice. Parfois également, elle peut se compliquer et persister, il n'y a pas donc d'accalmie, et ça peut constituer en ce moment-là donc une complication parmi les complications de la colique néphrétique qui est l'état de mal néphrétique. Donc à cette colique néphrétique, il y a souvent des signes associés, digestifs, urinaires, d'autres signes, surtout l'anxiété et l'angoisse, l'agitation, des signes généraux parfois. Donc en principe, en cas de colique néphrétique compliquée, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas d'altération de l'état général. La présence de ces signes généraux donc, peuvent témoigner d'un cas compliqué de pyélonéphrite. Donc, il y a une démarche diagnostique à suivre. Donc, il faut faire un interrogatoire précis qui va nous donner des précisions concernant les caractéristiques de la douleur, les signes associés. Également, il faut dresser un bilan complet du patient, donc les antécédents familiaux, personnels de lithiase, tout antécédent de maladies préalables connues ou non, donc les antécédents donc de prise médicamenteuse associée et les facteurs de risque, par exemple comme les voyages récents, prolongés, une activité sportive et tout ça. Donc l'examen physique, généralement, il est pauvre. Donc en cas de colique néphrétique simple, donc généralement, il n'y a pas de signes particuliers en dehors peut-être d'une palpation qui va montrer une sensibilité au niveau du flanc et de la fosse lombaire et un ébranlement lombaire qui est positif. Donc, il faut chercher toujours des signes de gravité. Est-ce qu'il y a une fièvre qui témoigne d'une infection, une insuffisance rénale, voire une anurie en cas d'obstacle bilatéral ou bien d'obstacle sur un rein unique, anatomique ou fonctionnel, jusque-là, donc méconnu, et ce n'est pas une situation qui est rare. Et en fin de compte, l'état de mal néphrétique, la colique néphrétique hyperalgique dont j'ai cité tout à l'heure. Donc, cette recherche de signes de gravité doit être systématique et parce que ça va nous indiquer une prise en charge spécialisée en urgence et une hospitalisation, donc et des gestes urologiques fréquents. Donc, en fait, cette colique néphrétique, on peut la classifier comme suit. Dans la plupart des cas, et heureusement, il peut s'agir d'une colique néphrétique simple. Donc, c'est la douleur typique chez un patient qui n'a pas de comorbidité significative, qui n'a pas de fièvre, sans syndrome inflammatoire associé, un sédiment urinaire qui est propre, une diurèse conservée et une fonction rénale qui est normale. Donc, on parle de colique néphrétique compliquée lorsqu'il existe d'emblée ou de façon secondaire d'un des signes de gravité suivants. Tout d'abord, un état septique avec une fièvre qui témoigne d'une pyélonéphrite obstructive, une oligoanurie, une insuffisance rénale aiguë, l'échec de traitement antalgique bien conduit, une colique néphrétique bilatérale et la rupture de la voie excrétrice. Il peut s'agir également d'un troisième cas de figure, c'est les coliques néphrétiques qui ne sont pas compliquées, mais qui surviennent des terrains qui sont particuliers. Et c'est le terrain en lui-même et pas la colique néphrétique que représente l'éventuelle gravité. C'est la femme enceinte,
le patient qui a une insuffisance rénale chronique, le patient porteur d'un rein unique anatomique ou fonctionnel, le patient transplanté, bien sûr, et ça, c'est une gravité supplémentaire parce que c'est un rein qui est insensible, qui est dénervé, donc il ne sent pas la douleur, donc à temps. Il y a d'autres circonstances qui vont faire le diagnostic, une neuropathie connue et un patient immunosupprimé. Donc, la colique néphritique, parfois, peut prêter confusion, donc avec d'autres diagnostics différentiels qu'il faut penser, donc d'autres affections qui donnent des douleurs donc à peu près similaires. Donc, donc, à côté de la colique néphritique, donc, on peut faire le diagnostic devant une insuffisance rénale. L'insuffisance rénale peut être aiguë, avec un tableau d'oligo-anurie ou d'anurie. Donc, les situations, on a dit. Donc, ça peut être une insuffisance rénale organique ou bien fonctionnelle sur un terrain septique, ou bien une insuffisance rénale chronique. Donc l'infection, on a déjà parlé de ça. Donc surtout, il faut faire la part. Est-ce que c'est une pyélonéphrite aiguë, obstructive ou non? Donc, et ça, c'est le terrain, donc la gravité de l'état septique et surtout donc l'imagerie qui va faire la différence en montrant donc une dilatation importante des cavités urétéro-pylocalicielles en amont de l'obstacle lithiasique. Donc il y a d'autres manifestations cliniques chez donc, des terrains particuliers. Donc, tout d'abord, selon la composition du calcul, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ça a été débattu. Donc, trois situations différentes. Donc, pour les calculs d'acide urique, c'est surtout le caractère multiple des calculs, l'émission de calculs de couleur donc, très typiques, très caractéristiques, couleur orangée ou rougeâtre, les calculs cystiniques et les calculs donc, de struvite, les calculs d'infection. Donc, c'est trois situations qu'il faut connaître. Donc, selon le siège du calcul, donc on a parlé beaucoup de lithiase réno-urétérale, des calculs vésicaux. Maintenant, c'est l'apanage des hommes âgés de plus de 50 ans et qui sont associés à un problème d'obstruction du bas appareil urinaire. Donc, généralement, ce sont des calculs d'acide urique, mais également, on peut trouver des calculs d'infection. Et la symptomatologie, dans ce cas, donc, elle associe bien sûr des signes des symptômes du bas appareil urinaire qui sont liés à la fois au calcul et à l'obstacle, donc au niveau du bas appareil urinaire. Donc, selon le terrain, donc la femme enceinte, on a dit que c'est une situation qui peut présenter un facteur de gravité et généralement, il y a des erreurs diagnostiques fréquentes et même les explorations. Donc, on est un petit peu limité chez la femme enceinte par les explorations. Donc, on se base sur l'échographie. Le scanner, donc, c'est pas évident, on ne peut pas le faire chez la femme enceinte. Donc, la lithiase chez l'enfant. Donc, la lithiase également chez le sujet âgé de plus de 60 ans. Donc, elle peut être inaugurale. Il s'agit le plus souvent de lithiase urique. Donc, les facteurs de risque sont dominés par la sédentarité et la baisse de la diurèse, par la réduction des apports liquidiens, et ceci par la diminution de la sensation de soif. Donc, ce qui va être un facteur de lithogénèse supplémentaire chez le sujet âgé. Donc, dans cette population, la lithiase peut être plus grave que dans la population plus jeune, du fait de complications qui sont beaucoup plus fréquentes, avec une fréquence plus élevée d'infections urinaires et des signes avec donc, cette infection qui survient chez des terrains fragiles. Donc, généralement, il va y avoir un état de choc, une insuffisance rénale, une oligurie. La lithiase chez l'insuffisant rénal, souvent c'est en rapport avec une cause métabolique. Donc on trouve beaucoup de lithiase oxaloprotéique ou calcique. Et donc généralement, elle se manifeste à peu près à partir de 3 mois après le début de l'hémodialyse. Enfin, la lithiase chez le transplanté rénal, donc on en voit généralement. Et donc c'est le risque chez cette population, il est beaucoup plus élevé que la population générale. Le diagnostic, il est suspecté, je l'ai dit tout à l'heure, donc le greffon, il est dénervé, donc on n'a pas le tableau typique de douleur, de colique néphritique, etc. Donc généralement, on va voir une fonction rénale qui va se dégrader brutalement de façon donc, inconnue. Parfois donc, sur une imagerie qui est faite de façon systématique chez ces patients-là. C'est pour ça que ces patients doivent être surveillés donc, de façon donc, intime et régulière. Donc, les lithiases et dérivations urinaires, donc, c'est une situation également qui peut se voir.
Et ça dépend du mode de dérivation qu'on a utilisé. Par exemple, on voit les lithiases, surtout chez les patients qui ont eu des néovessies agrandies avec une dérivation urinaire externe continente. Vous voyez ce cas que j'ai tiré de la littérature, mais je vous montre ce cas-là. Donc, c'est un cas qu'on a opéré dans le service. C'est un patient qui a eu un agrandissement vésical avec un Mitrofanov. Et donc, c'est chez un patient qui est tétraplégique. Et donc, il a signalé, bon, il n'a pas senti aucune symptomatologie, mais c'est lors des autosondages à travers l'appendice qu'il décrivait qu'il sentait quelque chose de dur. Donc, lorsqu'il introduisait la sonde d'autosondage, il nous a dit ça, donc avec un état septique qui commençait à se développer. Et donc, vous voyez, sur la règle, c'est un calcul qui fait à peu près 12 cm de long. Je l'ai dans mon bureau. C'est un cas, bon, ça reste anecdotique, mais c'est presque un œuf d'une autruche, donc ça fait quand même quelque chose d'exceptionnel. Et donc là aussi, il n'y a pas de symptomatologie typique, donc ce sont des douleurs, des hématuries, des infections souvent. Donc c'est généralement sur les explorations radiologiques qu'on va découvrir ça. Donc le dernier cas, c'est, si ça passe. Voilà. Donc c'est les anomalies anatomiques. Donc bien sûr, lorsqu'il y a une anomalie anatomique, surtout c'est les facteurs de stase urinaire, donc ça va favoriser plus de calculs. La symptomatologie n'est pas spécifique. Donc, la première anomalie anatomique qui est génératrice de calcul, c'est la maladie de Cacci-Ritchie. Et donc, là, il y a la conjonction des facteurs anatomiques et métaboliques avec une hypercalciurie associée donc, aux anomalies anatomiques. Et donc, généralement, on va trouver des calculs multiples, bilatéraux et récidivants. Donc la deuxième anomalie, c'est l'anomalie de la jonction péléo-urétérale. Et donc là aussi, il y a une association avec des calculs dans à peu près 20% des cas. Et donc généralement, la douleur n'est pas très importante. La symptomatologie, c'est celle de l'anomalie de la jonction. Mais lorsque le calcul il est davantage enclavé au niveau de la jonction, donc en ce moment-là, ça peut donner un tableau de colique néphrétique typique. Également le rein en fer à cheval. Voilà, donc en conclusion, je vais dire que la maladie lithiasique est largement répandue au sein de la population générale. Les manifestations cliniques sont très variables. On a vu qu'il y a beaucoup de tableaux cliniques. La douleur reste le maître symptôme. La colique néphrétique est simple dans la majorité des cas, mais elle peut se compliquer dans à peu près 5 à 10% des cas. Et il faut savoir que les principales complications sont représentées par la pyélonéphrite aiguë obstructive, l'insuffisance rénale aiguë obstructive, voire une anurie, et la colique néphrétique hyperalgique. Donc, ce sont des urgences médico-chirurgicales que tout urologue doit connaître parce que ça nécessite une hospitalisation et une prise en charge adéquate. Donc, et généralement, donc, il faut associer donc, un traitement médical et un drainage des voies urinaires, donc, que ce soit par voie endoscopique ou percutanée. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Cette excellente présentation donc, qui résume les manifestations cliniques de la lithiase urinaire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? S'il y a des questions? En fait, c'est par rapport aux coliques néphrétiques. Aux urgences, on est toujours confronté à des patients qui sont apéritiques. Et malheureusement, ils ont tendance à toujours faire des bilans. Donc je voudrais savoir si, devant un patient qui est apéritique, est-ce qu'on doit des fois demander un bilan pour éliminer une complication, ou dès qu'un patient est apéritique, on s'arrête là-bas et on le revoit à la consultation? Oui, donc c'est une excellente question. Donc en fait, on ne va pas rester uniquement à la fièvre associée. Donc on va examiner le patient et le questionner surtout. Donc on va, par exemple, si tu penses à une insuffisance rénale, le bilan qu'on va faire, on va l'énumérer. Une fonction rénale, si le patient il urine correctement, il ne décrit pas un déclin de la diurèse journalière, etc. Donc généralement, il n'y a pas lieu à faire donc, une fonction rénale. Donc il n'y a pas de problème associé à cela.
Un malade qui ne présente pas de fièvre et dont l'examen clinique ne montre pas des signes inflammatoires locaux, bien une défense au niveau de la fosse lombaire, etc. Donc, généralement, chez ces patients-là, également, il n'y a pas de problème d'obstruction ou d'infection obstructive. Donc, on n'est pas obligé de faire une exploration biologique poussée. Donc, on n'a pas besoin d'une CRP, par exemple, ou bien d'un taux de leucocytes pour savoir est-ce qu'un malade est infecté ou pas. Donc, généralement, s'il y a une colique néphrétique compliquée, généralement, il doit y avoir une fièvre associée, donc dans la plupart des cas. Donc, moi, personnellement, je pense qu'une colique néphrétique simple, comme je l'ai définie, donc il n'y a pas lieu à faire si le malade a une diurèse conservée, s'il est apéritique, si l'examen donc physique il est tout à fait normal, donc on n'est pas obligé de faire ce type d'exploration. Donc, généralement, donc on doit se fier à notre examen clinique tout simplement.